Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va enfin parler de Age of Sigmar et un peu plus largement, là, dans cette première vidéo, du vieux monde de Warhammer Fantasy Battle. Alors, c'est une expression un peu large de dire ça, puisqu'on va parler en fait de lore, on va parler d'histoire. Au début, j'étais effectivement sur un script pour vous donner mon ressenti sur la première année de la V4 d'AOS. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'il fallait d'abord que j'explique mon ressenti sur la V3 d'AOS, parce que j'étais quand même particulièrement silencieux depuis 2-3 ans. Et comme une bonne partie de mes impressions dépendait du lore raconté dans les Battle Tomes, que je trouvais, mais que je trouve toujours insuffisant, je me suis donc demandé quelles étaient les ressources que mettait à notre disposition Game Workshop et la Black Library à ce propos. Et donc en me questionnant sur les sources de lore pour AOS, je me suis naturellement posé la question suivante. Mais comment savoir d'où l'on vient en termes de lore sur Age of Sigmar ? La réponse paraît évidente, il s'agit de la campagne de la fin des temps qui provoque la destruction physique du vieux monde. Mais est-ce si évident que ça ? Pour pouvoir apporter des éléments de réponse, j'ai préparé une petite présentation, et pour cela je me suis aidé de 4 sites. En premier, un excellent post sur le forum de Warhammer Forum, qui s'appelle « Historique des sorties et roadmap pour AOS ». Un post qui est entretenu par son auteur, Necro, donc merci à lui, parce que tous les liens seront en description. Bon, à part pour le 4e site, puisque c'est ChatGPT qui m'a permis de faire du tri. Mais voilà, là, vous aurez le lien de l'historique des roadmaps et des sorties pour AOS. Voilà, vous aurez les liens dans la description. Ensuite, l'autre page, c'est la page sur le Lexicanum, qui est donc en fait qui permet de ranger, classifier d'une première manière, la série de nouvelles, donc de romans, The End Times. Et bien entendu, le 3e site, c'est directement la Black Library, avec la page sur les séries donc de The End Times. Les 3 liens sont en description. Donc, de septembre-octobre 2014 à juin 2015, c'est la campagne de la fin des temps sur Warhammer Fantasy Battle. Les événements sont documentés à l'époque dans les White Dwarfs. Il y a 2 choses que j'ai envie de relever. Premier point, Game Workshop était à l'époque réputé pour être particulièrement mauvais dans sa communication avec sa communauté de clients. Et s'ils ont fait quelques progrès depuis, on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un premier temps, on a salué, grâce à Warhammer Community, etc., ils ont fait du chemin, Game Workshop. En même temps, ils sont arrivés de très très loin. Et puis, en fait, depuis quelques temps, on se rend compte que, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. En l'occurrence, aujourd'hui, comme à l'époque, Game Workshop est toujours incapable de faire preuve de franchise quand il se retrouve dans une impasse en matière de game design. Cette absence de communication directe, sans artifice de marketing, fait qu'ils sont incapables de présenter des excuses. On ne leur demande pas de dire qu'ils se sont trompés, on leur demande de reconnaître qu'ils sont conscients qu'ils nous imposent des décisions difficiles qui ont un énorme impact sur un loisir dans lequel nous, clients, les fameux passionnés, on a investi beaucoup de temps et d'argent. Et pour l'instant, ils sont bloqués dans le mode d'annonce « Oh, tout est super, on est vraiment très enthousiaste de vous présenter cette nouveauté. » Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Sans jamais évoquer la news d'à côté qui annonce l'arrêt de suivi de certaines factions et unités. On leur demande une communication franche et empathique. Ils n'en sont toujours pas capables aujourd'hui, leur communication est complètement dirigée par des éléments de langage artificiel de marketing. Entre 2013 et 2015, c'était simple, Game Workshop faisait la sourde oreille aux questions du public et ne nous parlait même pas. Et quand ils le faisaient, c'était très souvent pour nous dire qu'on était méchants avec eux. Alors effectivement, il y avait beaucoup de haine sur les réseaux sociaux quand ils ont annoncé la fin du vieux monde. Mais ils étaient quand même en train de dire « Vous êtes méchants avec nous », et puis même c'était à 2 doigts pour dire qu'on était des gros abrutis. C'est vrai qu'il y avait des gros abrutis qui ils allaient pas par le dos de la cuillère pour les insulter. Mais quand même. On attendait de leur part ils auraient pu faire dégonfler la colère du peuple. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout fait. Deuxième point, Game Workshop n'a pas communiqué, ou très très peu, sur l'accessibilité des histoires relatant la campagne de la fin de temps. Il n'existe pas un livre qui raconte proprement et canoniquement les événements de la fin des temps du Vieux Monde. Non.
Il y a 17 livres d'auteurs différents, écrits sur une période de 3 ans. Ces 17 livres présentent bien sûr un gros point positif, mais présentent aussi plusieurs points négatifs non négligeables. Premier point positif, c'est vraiment cool d'avoir autant de sources de lore sur les conditions progressives de la fin du monde. Quand on voit la quantité de bouquins côté Warhammer 40 000, il faut bien se rendre compte que c'est l'existence de tous ces livres qui permet à autant de chaînes YouTube de nous parler de ce lore en détail. Le lore qui se grave dans le marbre, c'est celui qui est dans les livres. Celui qui est dans les livres d'armée peut être modifié d'une version à l'autre. Personnellement, j'ai écouté des tas de présentations et de résumés des Primarques et de l'hérésie d'Horus sur 4 ou 5 chaînes de lore différentes. Et ben c'est très bien, il y a tellement de bouquins que ça entretient facile 5 ou plus encore de chaînes francophones que de lore sur Warhammer 40 000. Et je joue même pas Warhammer 40 000, mais j'ai écouté 5 fois différentes la trahison sur Prime 24 ou je sais plus quoi. Bref, les points négatifs. La première question qui se pose, c'est le maintien en accessibilité des livres. Game Workshop n'a que très peu communiqué à l'époque sur la sortie de ces bouquins. Beaucoup de fans d'AOS ne savent même pas qu'ils existent. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans d'AOS qui vont même pas sur la Black Library. De fait, une étrange rumeur s'est répandue en France à partir de 2017, c'est que le lore qui racontait la campagne de la fin des temps avait été raconté sous forme de nouvelles dans les White Dwarfs, et que aucun livre ne reprenait ce lore. Ce qui était à la fois vrai et à la fois faux, menant à un quiproquo. C'est vrai, aucun livre ne recompile les nouvelles des White Dwarfs de l'époque. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort, que en fait les récits n'ont pas été faits. Il y a bien 17 bouquins qui sont en fait les sources individuelles des nouvelles qui ont été mises dans les White Dwarfs. Mais il faut savoir. Quand je dis il faut savoir, il faut être au courant que ces 17 bouquins existent. Le truc, c'est que si les bouquins se vendent pas, ou pas assez, eh bien ces livres, ils vont être retirés des rayons des librairies. Une librairie, c'est pas une bibliothèque. Elle peut pas stocker les livres, parce qu'elle les paye. Elle paye chaque livre qu'elle a en rayon. Donc elle doit vendre les bouquins. Si elle les vend pas, elle les retourne. Parce qu'il faut qu'elle se fasse rembourser. Elle peut pas, sinon ça fait un trou dans la trésorerie. Donc faut que le bouquin il se vende ou il repart. Résultat, aujourd'hui, ces bouquins ils sont plus disponibles en physique. Ils sont disponibles qu'en anglais, en version numérique, avec quelques-uns en version audio. De plus, si vous voulez obtenir la bonne liste de bouquins sur le site de la Black Library, il faut spécifiquement taper l'expression The End Times. Genre moi, pendant longtemps, je tapais The End of Times. Le site, en fait, il renvoie plein de bouquins qui n'ont rien à voir avec le The End Times. Alors, il y a la liste des bouquins de The End Times, mais il y en a d'autres. Il y a même des bouquins de Warhammer 40 000. Le plus simple, c'est d'aller chercher la compilation de livres dans la série, dans l'onglet série du site. En fait, il faut, à part si on connaît un titre très très spécifique ou un auteur, je trouve que l'onglet de recherche, il est pas super. Enfin, l'onglet de recherche, c'est pas l'onglet, mais l'outil de recherche du site est pas super. Vaut mieux passer par la page des séries. Eh bien, autre point négatif, le fait d'avoir autant de différents auteurs. Je ne sais pas si c'est parce que les différents auteurs n'ont pas été capables de s'entendre les uns avec les autres. Je ne sais pas s'il y a des événements qui se contredisent d'un livre à l'autre, mais il a rapidement été révélé que certains événements racontés ne pouvaient pas être canon, et du coup n'étaient pas canon. De fait, ce qui est vraiment attendu depuis 2017, depuis que Age of Sigmar, Warhammer Age of Sigmar a vraiment démarré, c'est un bouquin unique dans ce genre-là. Voilà, le livre La guerre pour les royaumes mortels, qui rassemble les 4 récits majeurs de la V2 d'Age of Sigmar, La guerre des âmes de Josh Reynolds, Sacro-Saint de C.L. Werner, Le point d'un dieu courroucé de William King, et Dominion fort ardent de Darius Hinks. Donc on a là un bouquin unique qui reprend spécifiquement les récits importants pour la guerre des âmes. En gros, la guerre des âmes. En fait, toute la V2 d'Age of Sigmar. Et du coup, on attendait la même chose. Et il nous faudrait la même chose. Un bouquin, éventuellement mis à jour des récits précédents, qui reprennent les récits précédents et qui éventuellement les mettent à jour, et qui permettent de dire, voilà, vous voulez connaître comment le vieux monde a été détruit et comment il se crée une continuité logique avec les plans élémentaires d'Age of Sigmar, lisez ce livre, il fera entre 500 et 1000 pages, mais vous avez tout. Ou il fait 2 bouquins de 500 pages, peu importe, ils font parfois des diptyques. Mais avoir un bouquin qui soit une évidence pour tout le monde, en fait c'est ça qu'on veut, et dont le contenu est canonique,
et ne peut pas être contredit par un autre récit, à part par une nouvelle version de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, eh bien, je vais vous lister la série de livres complète qui relate, de façon plus ou moins digne, de confiance, les événements de la fin du monde, la fin des temps, pardon, du vieux monde. Je vous fais une liste chronologique des livres en fonction de leurs événements. Cela correspond à peu près à leur date de parution, mais pas tout à fait. Mais je me suis dit que c'était un peu mieux, c'était d'où l'intérêt de travailler avec ChatGPT. J'ai refait une liste, en fait, chronologique des événements. Donc en premier, vous avez Sigmar's Blood de Phil Kelly, le préquel To the End of Time. Donc, dans ce bouquin, vous avez Manfred qui cherche à ressusciter Nagash, entre autres événements, des manipulations et toutes les petits coups tordus en sous-main que peuvent faire les Van Kersteins. Donc, en deuxième bouquin, vous avez The Bone Cage de Phil Kelly, qui est lui aussi un récit court, et qui fait le lien entre le bouquin Sigmar's Blood, que juste avant, et celui qui va venir après, qui est The Return of Nagash. Donc voilà, est-ce qu'il y avait un trou dans le récit est-ce qu'il y avait un trou Bon bah, c'est peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, j'ai pas lu le bouquin, mais en tout cas, vous avez donc une petite nouvelle qui vient s'insérer. Ensuite, vous avez donc The Return of Nagash, qui est souvent le premier bouquin qui est suggéré pour aborder la campagne de la fin des temps. Donc il a été écrit par Josh Reynolds. Manfred Van Kerstein et Arkane le Noir continuent leur machination pour ramener Nagash dans le vieux monde, tandis que les forces du chaos sont déjà en action pour déclencher une nouvelle invasion majeure. Donc voilà, ça c'est le premier livre important de la campagne des fins des temps. Ensuite, vous avez With Ice and Swords, With Ice and Sword de Graham McNeill, qui raconte les multiples attaques des différentes forces du chaos, et notamment la chute du royaume de Kislev. Donc là, on est sur le démarrage véritable de l'invasion. Ensuite, vous avez Marienburg's Stand, donc la ville de Marienburg tient toujours, de David Gieber. Donc ça raconte l'attaque sur la ville portuaire de Marienburg, qui est une ville contrôlée en sous-main par les vampires de Sylvanie, donc ce qui va donner lieu à une alliance contre nature, mais de circonstances, entre morts-vivants et impériaux, pour défendre la ville contre les forces du chaos. Là, pour le coup, on est véritablement sur un récit qui est très dépendant de si vous kiffez les récits de jeux de rôle et tout ça, qui dépendaient de l'univers de Warhammer. Ensuite, vous avez The Fall of Haldorf de Chris Wright. Bon, c'est très simple. Haldorf, c'est tout simplement la capitale impériale des hommes, et l'empereur Karl Franz va se faire éclater. Donc voilà, l'empereur Karl Franz va se faire éclater, et les différents peuples impériaux vont entrer en mode résistance. Ce livre est le deuxième récit vraiment important, donc après l'arrivée de Nagash. Ensuite, vous avez The Siege of Nagarand de S.P. Crockwell. Je ne sais pas si les manigances de Slaanesh ont définitivement été déjouées au sein du royaume des Elfes Noirs de Nagaroth, mais en tout cas là, ce sont les forces de Khorne qui attaquent, menées par Valkia. Ce récit met l'accent sur Morathi, le roi malékite étant a priori déclaré disparu. Ensuite vient le bouquin Bride of Cain, Femme de Cain, de Graham Lyon. Donc qui raconte que pendant l'invasion de la cité de Arganet par le chaos, ça raconte la relation amoureuse assez complexe entre la Hag Queen, donc la chef de la cité, donc la Hag Queen Helebron, et Tularis Deadbringer, qui, je crois, est l'officier général des exécuteurs. Et tout ça confronté au complot elfique permanent qui gangrène la société elfe noire. Donc cette nouvelle, c'est vraiment un thriller, surtout destiné à ceux qui aiment les histoires de manigance et d'assassinat propres au royaume de Nagaroth. Ensuite vient Deathblade, Book 6 de C.L. Werner. Donc c'est le dernier livre consacré à Marlus Darkblade. Marlus Darkblade, c'est donc un général elfe noir qui est, entre guillemets, le crevard parmi les crevards. Tandis que toutes ces manigances portent enfin leurs fruits, donc depuis 5 bouquins précédents, Marlus Darkblade est confronté à son choix final. Va-t-il enfin trahir son roi, ce à quoi l'ont amené tous ses complots, ou finalement va-t-il accompagner Malekith dans ce qui semble être un dernier assaut suicidaire sur son obsession, le royaume qu'il a vu naître et l'a rejeté, le tuant. Ensuite arrive The Curse, donc on est au 10e bouquin là, The Curse of Cain de Gavin Thorpe,
Ça raconte la dernière bataille du roi sorcier Malekith pour conquérir Ultuan et enfin être reconnu comme étant le roi légitime du peuple elfe. Ce livre est le 3e récit vraiment important. Donc, on a eu avant Nagash, puis ensuite la chute d'Aldorf. Donc voilà, nous avons The Curse of Cain. The Curse, c'est quoi? C'est... oh, j'ai oublié. Curse, c'est... Malédiction. Donc voilà, sachant que ce bouquin est aussi la conclusion de ce qu'on appelle les guerres elfiques, qui sont racontées dans la trilogie The Sundering, qui aujourd'hui est sous un seul omnibus. Donc un omnibus, c'est un bouquin qui rassemble d'autres bouquins. Donc voilà, vous pouvez le retrouver en un seul bouquin du même nom, The Sundering. Voilà. Donc voilà, si vous avez suivi, si vous kiffez l'histoire des guerres elfiques, donc voilà, vous avez la trilogie The Sundering, et en conclusion, en 4e bouquin, The Curse of Cain. Ensuite arrive le 11e livre. Le 11e livre, c'est The Rise of the Horned Rat de Guy Halley. Donc, la naissance, la montée en puissance du rat cornu. Donc, il raconte comment les Skavens vont enfin faire chuter le royaume des nains. Pardon, c'est du spoil, mais vous le savez, les méchants gagnent. Donc, ils vont faire chuter le royaume des nains du bord du monde. Donc, si vous êtes fan des nains, préparez les mouchoirs parce que vous allez en prendre plein la gueule. Ce livre est le 4e récit vraiment important, donc de la campagne. De plus, si vous êtes déjà un amateur averti de l'histoire des nains du Vieux Monde, et notamment dans leurs différentes guerres avec les Skavens et les Gobelins, vous allez pouvoir comprendre avec plus de profondeur les événements et leurs implications, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui reviennent de récits précédents. Ensuite, vous avez The Lord... Alors, je vous dis ça, mais je ne les ai pas lus, moi, les bouquins, donc c'est vraiment des informations que j'ai eues par ChatGPT qui m'a ramené des posts de forum, on dit, bah, un tel sur Reddit, il a dit ça, sur Reddit, il a dit ça, etc. etc. Donc c'est soumis à caution, hein, en fait. Arrive le 12e livre qui est The Lord of the End Times de Josh Reynolds. Donc tout simplement ça raconte la chute définitive du Vieux Monde, Archaon menant toutes les puissances de la ruine face à une coalition désespérée des derniers peuples civilisés, d'humains, elfes et de nains. Coalition tellement désespérée qu'ils vont même s'allier aux morts-vivants et à Nagash. Ce livre est le 5e et dernier récit vraiment important de la campagne de la fin du monde. C'est peut-être même le plus important des bouquins. Ensuite, nous avons 5 récits annexes. Vous avez le diptyque Archaon. Donc Archaon Everchosen de Bob Sanders. Donc il raconte comment Archaon est devenu qui il est. Comment il est passé de général de l'Empire à l'élu éternel des puissances de la ruine et des royaumes du chaos. Il s'agit d'un récit annexe qui est fait pour canoniser en 2 livres l'histoire du personnage jusqu'à la campagne de la fin des temps. Donc ensuite arrive le 2e bouquin du diptyque, Archaon, Lord of Chaos, qui raconte notamment comment Archaon va réussir les épreuves des 4 grands dieux du chaos pour obtenir tout plein d'objets magiques hyper puissants, et notamment donc la tueuse des rois, son fameux casque machin, l'œil des dieux, tout ça, et il aura du coup le titre de l'élu éternel, reléguant ainsi Be'lakor au second rôle. Donc, avec ce 2e livre du diptyque Archaon, vous avez la suite et la fin du récit canonisant l'histoire du personnage. Tous les autres bouquins qui racontaient l'histoire de Archaon sont donc passés à partir de là dans la catégorie légende. Ensuite, vous avez un triptyque, qui est d'abord Kingslayer de David Gimmer. C'est le premier des 3 récits annexes consacrés à Gotrek et Félix. A priori, ce récit se positionne aux alentours de With Ice and Sword de Graham McNeill. Donc au moment où où le chaos est en train de lancer diverses attaques partout, en fait, le chaos commence son invasion, et notamment attaque Kislev. Donc sachant que Kingslayer est le premier, et dans ce triptyque, également membre d'un diptyque qui s'appelle The Doom of Gotrek. Donc la perdition de Gotrek, la chute de Gotrek. Donc The Doom of Gotrek Gurnisson. Ensuite arrive Rememberers. Donc Rememberers, c'est le titre que a Félix. C'est celui qui raconte la vie, qui est là pour raconter les mémoires de Gotrek. Ce 2e bouquin, qui est donc consacré à Gotrek et Félix, en fait, ce récit, il s'insère en fait au milieu du diptyque
donc The Doom of Gotrek Gurnisson. Il met l'accent sur la résolution, ou pas, des problèmes relationnels et de confiance et d'amitié qui ont gangréné la relation entre Gotrek et Félix depuis 20 ans. En fait, il faut quand même savoir que Gotrek, c'est vraiment un pur connard. Donc, il y a plein de fois où il se comporte vraiment pas bien, de manière vraiment comme un connard avec Félix. Et dans les récits précédents... Alors, est-ce que ça se passe dans Kingslayer ou est-ce que ça se passe plutôt dans le récit précédent que je ne l'ai pas? Et en gros, il me semble qu'il y a en gros, Gotrek qui trahit Félix. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, il trahit Félix, et Félix se barre. Donc, ce bouquin, là, ce bouquin vient, en fait, résoudre cette situation. Parce qu'on arrive à la fin de l'histoire, il faut quand même que Félix et Gotrek soient ensemble pour la fin de l'histoire. Et arrive, du coup, le dernier bouquin, qui est Slayer, toujours de David Gimmer. Donc c'est bien, parce qu'on a là, on a les 3 bouquins, c'est le même auteur. Et donc, ce 3e récit, donc consacré à Gotrek et Félix, qui est donc le 2e livre de The Doom of Gotrek Gurnisson. Gotrek Gurnisson s'enfonce dans les terres du chaos pour aller foutre sur la gueule à Be'lakor, parce qu'en fait, on va enfin... on comprend, on sait depuis longtemps que dans tous les défis, tous les challenges, toutes les aventures qu'a affronté Gotrek, accompagné de Félix, il y a eu des complots et un ennemi en sous-main qui est Be'lakor. Donc, ce dernier livre va nous présenter, est-ce que Gotrek va-t-il enfin avoir son combat héroïque, va-t-il enfin trouver sa fin? Sachant que ce dernier livre, il a souvent été conseillé pour comprendre certains détails de jonction narratif entre la destruction factuelle du vieux monde et l'accès au plan élémentaire. On sait que Gotrek est un personnage qui est présent, qui a nommément survécu physiquement au passage entre le vieux monde et les plans et l'accès au plan élémentaire. Et lui, à la différence de d'autres personnages comme Teclis, Moratti, etc., c'est pas un dieu ou un demi-dieu. C'est un mortel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Sachant que, comme pour tous les autres livres que je vous ai cités jusque-là, je ne l'ai pas lu. Pas encore, parce qu'en fait là ça m'a motivé, ça m'a chauffé, je vais me les faire. Ça va prendre du temps, mais je vais me les faire. Donc je sais pas à quel point cette information propre là, au passage de Félix, de Gotrek entre le monde et AOS, entre guillemets, je sais pas à quel point ces informations qu'on m'a données sont fiables. Donc, avec tout ça, il y a plusieurs factions importantes qui n'ont pas été citées. Les peaux vertes, je veux dire les orques et gobelins. On a brièvement parlé des gobelins, mais les peaux vertes, les orques, dans l'ensemble, ils sont où? Que font-ils? J'en sais rien. La seule chose qu'on m'a dit à l'époque, c'était que Grimgor Boîte en Fer, il était présent lors de la confrontation finale face à Archaon, Manfred. Je crois qu'il y a Tyrion, peut-être pas Teclis. Je crois que Malekith est présent. Je vous spoil. Malekith a survécu. Bref. En gros, tous les personnages super-héroïques, les super-héros historiques de l'histoire, du Vieux Monde, se retrouvent un peu, en gros, dans une arène. C'est pas ça, hein, ils sont pas dans une arène, mais voilà. Et ils vont se foutre sur la gueule. C'est un peu un gros kiff qu'ils se sont fait. Apparemment, c'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Et dans ça, Grimgor, qui est surbuffé, avatar vivant de Gork et Mork, il se fait quand même éclater. Lui, il survivra pas. Autre question, qu'en est-il des elfes sylvains et de la Bretonnie? A priori, comme d'hab, ils sont la 3e et 4e coup du carrosse, dans les conflits qui concernent le chaos et tout ça. C'est toujours la coalition des nains et des hautes elfes avec l'Empire qui passe devant. Ils sont juste bons parfois à filer une épée enchantée ou un truc comme ça, quoi. Donc, on sait pas ce qu'il advient d'eux. Idem pour les rois des tombes de Khemri. Ont-ils finalement prêté allégeance à Nagash ou pas? Ont-ils lutté contre le chaos ou a-t-il fallu les défoncer parce que toujours obsédés par leur vengeance contre les vampires? Est-ce qu'ils ont déjà réussi à s'allier entre eux? Parce que c'est des cités-états, les rois des tombes de Khemri. Bref. Que sont devenus, qu'en est-il des fameux guerriers qui ont été créés spécifiquement pour défoncer le chaos? Pour affronter le chaos? Les hommes lézards? Ils ont servi à quoi, finalement? Bon, on parlera un jour des hommes lézards, parce que c'était ma faction de cœur quand je jouais à Warhammer Fantasy Battle, donc entre 99 et 2006. La totalité de mon argent de poche quand j'étais adolescent y est passé dans les hommes lézards. Vraiment, hein.
C'est-à-dire que j'avais acheté quelques bouquins, notamment Les Rois des Tombes de Khemri, les Contes Vampires et tout ça, mais par contre, je n'avais acheté que des figurines, quasiment à 99%, d'Homme Lézard. J'avais 4000 points d'armée. C'était pas mal, hein. Donc j'ai des choses, mais voilà, j'ai des choses à en dire sur les Hommes Lézards, sur le lore de l'époque, et sur le lore actuel d'AOS, même si aujourd'hui, sur le lore d'AOS, j'ai rien acheté, donc il va falloir que je le fasse. Mais, voilà, j'ai des choses à en dire, ce sera dans une autre vidéo, parce que là, on est arrivé sur une vidéo assez longue. Donc, dans la prochaine vidéo, on passera en revue le lore d'AOS donc d'Age of Sigmar, dans les versions 1, 2, peut-être 3. Ok ? Et donc, dans 3e, 4e vidéo, on parlera plus des règles et du lore, toujours pour la V4. Et puis, bon, bah, mes impressions sur les Hommes Lézards, ça viendra plus tard. Hein. Il n'y a aucune urgence là-dessus. Mais là, je préfère qu'on se concentre sur Age of Sigmar. Donc voilà. Voilà. Vous avez eu la liste, en gros, la campagne de la fin des temps. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On va continuer à parler d'Age of Sigmar, je vous promets.